Donc voilà, bonjour à... Ah, je suis là, devant la caméra. Je tourne. Bonjour à tous pour ce quatrième webinaire sur l'amélioration continue, la qualité des données. Et donc le panéliste aujourd'hui, c'est Marie-Jo, la panéliste. Et alors, vous le voyez là dans le coin à droite de l'écran, Bruno sera là aussi pour aider à répondre aux questions éventuelles. Alors, elle, tu as beaucoup de chance, ce sera un webinaire rien que pour toi. On va l'enregistrer. Je vais te laisser en unmute, comme ça, si tu veux poser des questions directement au fur et à mesure de la présentation à Marie-Jo, je pense qu'on peut avoir cette latitude-là, à mon avis. Oui. Donc voilà, j'espère que tu nous entends bien et n'hésite pas à intervenir si besoin. Donc voilà, Marie-Jo, c'est à toi. Bonjour à tous ceux qui sont là. Okay. Nous allons, en fait, aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire de la base de données, de la qualité de la base de données. En mars, on avait effectué le Self-Inspection Webinar. Je ne sais pas si vous avez récupéré le lien pour tous ceux qui n'ont pas vu ce webinaire, mais il y a possibilité de revoir ce webinaire. Aujourd'hui, on passe au webinaire de Continuous Improvement. Le Continuous Improvement, ou amélioration continue en français, c'est avant tout un outil d'action préventive. Nous allons donc avoir après le contenu du document amélioration continue et la démonstration de l'outil, comment importer l'outil et puis une petite démo en détail. Après ça, on terminera par rapport aux questions et donc les dates du prochain webinaire. Donc, j'ai un petit rappel en 2018, pourquoi et comment nous avons travaillé pour obtenir la qualité des données. Essentiellement, obtenir des données, le problème est des données non fiables. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est que Unifil devienne moins efficace et qu'il y ait beaucoup de difficultés à travailler avec ce software. Parce que dans ce cas-là, évidemment, les utilisateurs souffrent. Ils ont un manque de réactivité et puis en fait, ils n'ont aucune confiance à l'outil qu'ils utilisent. Donc, qu'est-ce que des données non fiables? C'est juste une définition. On a beaucoup de redondance, on peut avoir des duplications, des informations manquantes, des process non terminés, des mouvements erronés et des codifications complexes. Les conséquences, bien sûr, impossible de prendre de réelles décisions, un impact direct sur les opérations d'approvisionnement. Et la deuxième aussi, c'est le système de mesure de la performance peu fiable. Il est évident que la précision des données est une condition préalable à tout système de performance. Donc, comment on a implémenté? En fait, ce qu'on a essayé de mettre en place, en premier lieu, c'est le nettoyage. Après ça, donc, le training, la maintenance et la validation. On a donc développé 3 outils. Un outil d'action corrective, qui est le nettoyage des données avec une work instruction. 2 outils d'action préventive avec les bonnes pratiques amélioration continue, celui qu'on va voir aujourd'hui, et les actions préventives self-inspection. Ce qui est important de dire, que cette amélioration des données est en relation directe avec le process de la chaîne d'approvisionnement. Donc, le contenu, c'est vraiment, on va voir le contenu maintenant, à savoir ce qui est préventif, le contenu plus la démo. Dans le continuous improvement, pourquoi? En fait, on veut essentiellement vous donner une aide dans l'effort continu que vous devez effectuer pour l'amélioration de la base de données, pas à pas. C'est sûr que vous n'allez pas obtenir une base de données correcte du jour au lendemain. Au niveau, donc, ce qu'il y a à l'intérieur du continuous improvement, c'est quelques conseils, des bonnes pratiques, comme par exemple, voilà, ce qu'on peut avoir, c'est regarder tous vos backorders, comment travailler avec les backorders, comment éviter les mouvements, les mauvais mouvements dans la base de données, comment éviter aussi de bypasser les process Unifil, et surtout pouvoir finir les process. Voilà les différents conseils qu'on peut trouver là-dedans et les bonnes pratiques. Ce qu'il y a, c'est que donc pas à pas, on veut optimiser, excusez-moi, l'efficacité du personnel, des utilisateurs, minimiser ou éliminer les erreurs. Nous voulons aussi
pas à pas permettre une meilleure planification, c'est-à-dire obtenir des données fiables dans tous les rapports. Qui c'est qui peut utiliser le continuous improvement? Ce n'est pas seulement les focal points, c'est aussi tous les utilisateurs qui peuvent utiliser ce continuous improvement. Il y a des règles de gestion et pour tous les utilisateurs le long de la chaîne d'Unifield, donc aucun problème. Et puis, ils peuvent aussi comprendre ce qui se passe en amont, en aval. Quand c'est que vous devez l'utiliser? Dès que vous en avez besoin. C'est utile pour améliorer votre base de données. Et en fait, ce qu'il est important de savoir, ce que l'on avait déjà plus ou moins annoncé dès le début, c'est que le département supply, approvisionnement, a l'entière responsabilité de la base de données d'Unifield. Okay? Et que de plus, ce que l'on a fait par le clean-up, le cleaning de la base de données, on veut éviter de recommencer chaque année le nettoyage de la base de données des années fiscales fermées. Donc la mission devrait planifier en tâche routine plus ou moins les conseils que donne le continuous improvement. Il faut savoir qu'on va modifier chaque année ce continuous improvement. On va essayer de rajouter les nouvelles fonctionnalités d'Unifield. On va aussi essayer de voir comment on peut vous aider à éviter les problèmes répertoriés au niveau qu'on a répertorié dans le support Unifield. On voit qu'il y a beaucoup de récurrence dans les demandes. Et donc, dès que je vois qu'il y a une récurrence, j'essaye de donner un conseil pour éviter le problème concernant. On a aussi récupéré les demandes des référents supply de HQ. Et ce qu'il est important de dire, c'est que normalement, on devrait récupérer, on n'a pas récupéré, c'est un peu dommage, les retours du focal point et des communautés focal point. Il est évident que si vous avez un problème qui est récurrent chez vous et si vous discutez entre la communauté, si on voit que c'est récurrent dans beaucoup de pays, automatiquement, on va essayer d'introduire cette notion-là dans le continuous improvement. Là, on affiche, c'est le premier menu du continuous improvement. Ce que l'on a essayé de mettre, c'est en place, c'est un peu que ça soit un peu plus interactif et facile à utiliser. Donc, on a donc une sorte d'arbre, on peut dire comme ça, avec une racine en vert et des branches tout autour. Dans le menu, chaque branche ouvre un sujet. Au niveau de la forme ovale verte ouvre le document instruction. Si l'on clique sur cette forme verte, automatiquement le document d'instruction comment utiliser le continuousement s'affiche. Nous remarquons aussi qu'on a des groupes de documents. On a 3 groupes de documents. Le premier groupe de documents contient les conseils pour les internal requests, les commandes de terrain ou les bons de commande. Le deuxième, autre, on a par exemple des notions sur le numéro de lot. Excusez-moi, il y a les termes Bachhammer qui me viennent. Le numéro de lot et par exemple des données maîtres telles que le partenaire ou le produit. La troisième branche, c'est la gestion de stock. On a du détail surtout sur les différents mouvements que l'on trouve dans la gestion de stock et même sur le physical inventory. Par contre, le dernier là, un peu à part, le niveau d'inventaire, en fait, ça nous explique un peu les différentes locations internes, les zones internes que l'on a dans l'entrepôt. Et pour ces zones internes, leur définition et l'impact que l'on peut trouver dans les différents flux des mouvements de stock. Donc, bien sûr, pour ouvrir le document, c'est simple, vous cliquez uniquement sur un lien. Donc, ça y est, par exemple, au niveau order, création et processing, si je clique sur ce lien-là,
j'obtiendrai tout le document avec les trois documents IR, FO, PO. Si je clique sur, par exemple, ENT, j'ouvrirai le document, le sujet sera l'internal move. Donc, le webinar, le contenu par sujet. En fait, pour chaque document ouvert, on aura deux parties. La première partie, c'est ce qu'on peut appeler une en-tête, et puis la suivie d'un tableau avec les différents stades du document concerné et les différents avis et conseils. Donc, au niveau de l'en-tête, premièrement, on va commencer à détailler l'en-tête. Au niveau de l'en-tête, en premier lieu, là, on se retrouve avec le sujet, qui est le document PO dans ce cas, qui gère ce document-là, qui gère l'APO et quand. À ce niveau, qui et quand, vous voyez que c'est libre. On a juste mis qui, le supply administrative responsible, mais ça peut être supply officer, c'est à vous, à la limite, si vous voulez l'utiliser, de le remplir. Quand, comme j'ai dit, on peut planifier, on doit planifier plus ou moins ces contrôles, ces checks. Quand, vous pouvez mettre mensuel, je ne sais pas si au niveau du semestre, à vous de définir. Vous pouvez utiliser cette partie-là et vous pouvez travailler avec vos utilisateurs pour leur donner plus ou moins des périodes de contrôle et de recherche. La deuxième partie, c'est tous les documents que vous pouvez trouver sur la OOPS. Donc, si vous êtes sur le document, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur la OOPS et vous avez tous les documents attachés, des work instructions attachées à la PO. Et de même, j'ai mis le manuel utilisateur aussi sur dans quel chapitre vous allez trouver les données de la PO, des PO Purchase Order. Dans ce niveau aussi, ce qu'on a rajouté à niveau 3, là, c'est des informations complémentaires. Ces informations n'existaient pas dans la précédente version. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des notions qui étaient importantes à ajouter, comme par exemple le type de PO. Il est évident, selon certaines missions même, je pense que moi-même, je suis des fois un peu gênée à me dire qu'est-ce que c'est que la donation en nature et la donation normale, la différence. Donc, on a rajouté ça. Ça sera facile pour vous de vraiment vérifier qu'est-ce que je fais, donation en nature ou donation normale. Au niveau 4, le niveau 4, là, on a mis le schéma du process unified. Donc, suivi de l'en-tête, on a le détail. Pour le détail, ce qui est important, c'est que dans le détail, on a les différents états du document et essentiellement, excusez-moi, le quoi. C'est quoi? Ce que vous devez analyser. Exemple, je ne sais pas, livrer les commandes si le document FO est au statut confirmé. Okay. Le pourquoi les raisons. Exemple, ici, l'objectif est de livrer les produits médicaux et non médicaux requis par les clients dans des bonnes conditions, à temps et en bon état. Donc, et là, derrière, le comment, la troisième colonne, c'est exactement comment dans Unifil on peut retrouver ces documents. Ce qu'on a essayé d'apporter aussi, qu'on a rajouté de plus dans le suivi on a rajouté pour chaque document une ligne avec le suivi des documents. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Par exemple, les quantités, les documents en attente, les backorders et leurs valeurs, les rapports de dons et donations. En face, donc, je vous donne le lien pour accéder à ces rapports. Tout ça, donc, c'est des rapports unifiés. Rien n'est inventé. En 2019, je vais vous expliquer un peu les améliorations du nouveau Continuous Improvement et les mises à jour. Donc, en premier lieu, on s'est rendu compte que certains messages qui existaient n'étaient peut-être pas manqués de poids, je dirais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a renforcé et souligné quelques messages existants. Comme par exemple le Edit Time. Pouvoir modifier les dates au niveau des IR, que ce soit les dates prévues, les dates de confirmation, de validation et de réception. Les backorders aussi, les reliquats, les prix. Tout ça, c'est un peu des messages qui ont été renforcés. Dans les nouvelles informations qu'on a rajoutées,
On a rajouté par exemple les types de PO, FO et partenaires. Quelques règles de gestion au niveau outil de sourcing, à savoir la méthode et les splits des documents. Comment suivre les rapports de documents, on a vu ça précédemment. Les backorders, les rebuts, articles endommagés, on a poussé énormément là-dessus. Et le numéro de lot expiré. De plus, au niveau des prix, on a rajouté les notions de catalogue pour vous inciter peut-être à utiliser beaucoup plus ces catalogues. Donc là, normalement, vous êtes censé comprendre exactement ce qui se passe avec les catalogues, que ce soit en coordination et au projet. Exemple, le flux dépendant méthode de sourcing à ce niveau. Donc, pardon, excusez-moi, oh, ça va trop vite. Là, à ce niveau, dans le tableau, c'est donc un tableau qui a été rajouté au niveau du document hier. Je montre comment, en fonction de la zone de demande et de la méthode d'approvisionnement, le document final. Par exemple, si je regarde une unité de consommation externe provenant sur une commande, le document final est le out suite à la livraison entrante incoming shipment par la zone transbordement. Donc là, déjà, ça vous donne une idée, si jamais vous avez perdu le sens, est-ce que je dois demander une zone la zone de demande doit être log, med, ou etc. Ça va vous guider un peu plus pour être sûr de quel sera le résultat du document final. Le type de partenaire. À ce niveau, par exemple, j'ai rajouté le type de partenaire. Pourquoi? Parce que souvent, il y a peut-être souvent une confusion entre ce qui est externe et interne. Et puis bon, c'est pas, au moins vous connaissez, vous pouvez trouver facilement les types de partenaires fournisseurs et leur définition. Le numéro de lot. À ce niveau, au numéro de lot, on a poussé essentiellement pour pouvoir manager plus facilement les numéros de lot et les dates d'expiration. Ne pas attendre l'inventaire physique pour pouvoir gérer ces dates d'expiration. En fait, automatiquement, là, il y a une nouvelle fonctionnalité que l'on a rajoutée, qui est la création d'un internal move par la fonction gestion de stock expiré. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer au moins les lignes des mouvements internes. À ce niveau, je rappelle que pour les articles détruits, endommagés et expirés, il faut créer un mouvement interne, soit vers la zone quarantaine avant destruction, soit vers la destruction. Il est très important de sélectionner comme type de raison soit la perte expiration, soit perte endommagée afin de différencier la cause. Il est évident que si on ne remplit pas correctement ces données-là, automatiquement, les rapports médicaux que l'on génère ne seront pas tout à fait corrects et en fait, il manquera beaucoup d'informations. Donc là, je voudrais juste résumer. Essentiellement, l'outil d'amélioration continue, c'est essentiellement un concept bonne pratique. Tous ces documents comprennent plus ou moins les comportements et les différents stades du process qui vous aideront à analyser et à fermer vos documents. Deuxième, c'est aussi s'assurer que ces pratiques sont correctement mises en œuvre dans tous vos projets et votre coordination. C'est aussi de sensibiliser tous les utilisateurs Unified. Il est important de savoir analyser et de savoir comment résoudre nos problèmes. Par contre, il est évident que si les conseils sont difficiles à comprendre, vous avez toujours le focal point qui pourra répondre. Et si le focal point ne peut pas répondre, automatiquement, il s'adresse au support Unified à Bruxelles. Donc, il est normalement facile à utiliser, un simple clic. Et il n'est pas obligatoire, mais sûrement utile. Ce que je voudrais rajouter, c'est que j'insiste sur le fait qu'il faut essayer de traquer les problèmes pour obtenir des rapports corrects. Et que cet outil n'est vraiment pas parfait, il peut être amélioré, mais aussi il a besoin de votre retour. Par le Unified Community Focal Point,
Si vous voulez d'autres règles de gestion ou autres dans cet outil, n'hésitez pas à en discuter et puis on essaiera de voir l'année prochaine pour essayer de mettre des solutions à certains problèmes que vous aurez énoncés. Là, à ce moment-là, on va voir exactement comment importer depuis la OOPS. Donc ça, c'est le lien de la OOPS. Je ne vais pas le faire depuis la OOPS parce que les flux sont un peu difficiles et donc automatiquement, je l'ai simulé au niveau du document. Donc sur la OOPS, vous retrouvez pour l'amélioration continue ces deux documents. Okay. Donc pour ouvrir, il suffit de cliquer sur « Lisez-moi amélioration continue ». Et donc, vous obtenez le détail de ce qu'il y a à faire. Enregistrez le fichier ZIP sur votre ordinateur. Désarchivez le dossier à l'endroit. Ne pas changer le nom du dossier. Surtout laisser le nom du dossier exécutable parce que des liens sont liés avec ce nom de dossier. Cliquez le dossier exécutable. Ouvrir le fichier PDF. Continuous Improvement menu. OK. Et donc, voilà. Exemple, on va simuler. Pour enregistrer l'archive sur votre PC, vous cliquez sur Continuous Improvement Exe, c'est ça. Vous obtenez un exécutable. Vous désarchivez. Il suffit d'ouvrir et extraire le dossier exécutable sur votre bureau. Vous ouvrez le Continuous Improvement document, en fait, qui est situé au niveau du dossier exécutable. Et c'est le premier document qui est affiché là. Voilà. Donc là, on a vu, on a fait un peu la théorie, on va essayer de jouer un peu avec le Continuous Improvement et de vous montrer quelques situations du Continuous Improvement et quelques documents. Je vais cliquer donc sur l'exécutable. Et donc là, je vais cliquer, c'est bon. Donc on obtient le menu donc, de Continuous Improvement. La première notion, c'est d'afficher par exemple les instructions. Dans les instructions, il vous explique comment utiliser le Continuous Improvement. Ce que je voudrais citer là, lorsque par exemple je vais cliquer maintenant sur la commande terrain, vous voyez, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. C'est un problème de sécurité. Moi, personnellement, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent sur mon PC, mais sur d'autres PC, il n'y a qu'une fenêtre qui s'ouvre. J'avoue que je ne sais pas d'où vient le problème. Je n'arrive pas à la lever, donc si vous cliquez sur les deux fenêtres et c'est ouvert, les documents s'ouvrent normalement. Donc, comme vous voyez, la FO, même principe. J'explique exactement comment travailler les FO, qui doit créer les FO, et aussi la différence entre les FO, excusez-moi, je cherche en français, les FO poussés, ok, ou alors les FO, les autres FO sont tirés, je ne sais plus. Voilà, reçus ou poussés, d'accord. C'est juste des termes qui sont souvent, on parle en anglais, des pull et des push, que vous compreniez exactement quels sont les types de FO dont on parle. Le type de FO, là, maintenant j'ai rajouté pareil, le type de FO comme sur la PO, pour bien différencier la donation avant expiration et donation standard, standard donation. Vous avez vu qu'ici, on n'a pas la donation en nature au niveau FO, c'est uniquement au niveau PO. À ce niveau, donc pareil, on a bien le détail. Okay. Et là, on voit bien, par exemple, en bleu, je pousse bien le message, je l'ai carrément mis en bleu. Ne pas oublier de traiter les backorders out reliquat sortant. Vous voyez qu'on est en livraison. Vous pouvez livrer et suivre tout ça, mais exactement, il faut éviter de traiter il ne faut pas oublier de traiter les backorders. Et donc là, à ce dernier niveau-là, j'ai rappelé que quelquefois, le changement de nombre d'unités d'une boîte pourrait par exemple générer un reliquat. Généralement des petites quantités. Aussi, nous proposons pour éviter ces quantités réservées de les traiter, annuler avant la prochaine commande. Automatiquement, les produits qui ont été réservés seront donc déréservés et seront pris par la prochaine commande. Ce que je vais voir là, ce qu'on va essayer de voir aussi, c'est l'incoming shipment, la livraison entrante en français. Voilà, pour les livraisons entrantes, on a donc quelques
quelques work instructions qui ont été écrites. Mais ce que je voulais montrer, c'est le tableau. En fonction de la façon dont on a créé la PO, qu'elle soit from scratch, qu'elle soit depuis un IR, qu'elle soit depuis un document FO, j'explique quelle est la zone de destination, si ça passe par entrée ou transbordement, et la zone de destination finale. Et quel est le document pour la deuxième étape. Ce que j'explique aussi à ce niveau-là, c'est qu'on peut diriger la réception, par exemple, d'une chaîne de froid, on peut la diriger en quarantaine en attendant la décision du pharmacien. Et donc, automatiquement, j'explique qu'il faut donc décocher disponible expédié et gérer derrière le mouvement int en changeant en quarantaine. Par contre, ce que j'explique aussi, c'est que le mouvement sysint qui est remplacé après par le mouvement int est un mouvement créé par Unifield, le programme Unifield. Il n'est pas question de toucher ce mouvement. Ce mouvement, seul Unifield le travaille. Donc, évitez de travailler ce sysint. Celui-là, il n'existe pas pour vous pratiquement, mais il est malheureusement dans le système visible. Ok. Oui, des fois, bon, c'est malheureusement Unifield. Il y a des notions qui sont peut-être un peu incompréhensibles, mais voilà. Donc, évitez de toucher ce sysint. Vous travaillez le document int. Attendez la génération du document int pour le travailler. Donc, c'est pour ça. À ce niveau, par exemple, j'explique, voilà, que l'on peut générer un claim, réclamer ou recevoir en quarantaine analyse. On peut soit générer un claim pour l'amener en quarantaine et donc après supprimer le claim, soit stopper un input pour travailler après le mouvement suivant, INT. Donc tout ceci est expliqué. Bien sûr, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours regarder aussi dans les guides Unifield, mais sinon, bon, on est là pour vous supporter. Il suffit d'envoyer un ticket au niveau de support. Je voulais vous expliquer un peu au niveau des physical inventory, par exemple. À ce niveau-là, physical inventory, j'ai bien, c'est normalement au niveau de la work instruction how to manage physical inventory version 7, mais il est important de mettre 13 écarts. C'est pour ça qu'il est conseillé avant de manager tous les items qui sont expirés par des internal moves et après faire les physical inventory. Mais ne jamais générer le 13 écarts pour envoyer un expiré en quarantaine ou mettre à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des rapports médicaux, on ne les voit plus. On ne voit plus du tout ce qui a été expiré, ce qui est expiré ou ce qui est parti en écart. Donc là, c'est des conseils, je vous dis, essayez de passer avant par l'internal move pour régler vos problèmes de scrap, etc. Continue simplement. Les notions que je voudrais voir, c'est le niveau d'inventaire. Le niveau d'inventaire, on avait déjà marqué énormément de conseils, donc les définitions des différentes zones qui sont importantes pour que vous compreniez. Et puis, donc, essentiellement, dans quel cas, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir dans ces zones-là? Par exemple, là, je suis en transbordement et je dis en aucun cas, le niveau de stock est négatif, normal. En aucun cas, les articles endommagés ou expirés restent longtemps dans cette zone. Déplacez-les en zone de quarantaine en sélectionnant le type de réseau. Voilà. Ce que je dis, c'est que automatiquement, que tous les conseils là sont plus ou moins à checker. À travers la self-inspection, je vous demande de regarder les niveaux d'inventaire, le négatif et le positif. Ce document suit entièrement ce qui est dit au niveau de la self-inspection. Donc, utilisez. Quand vous avez des problèmes de correction, je vous ai donné donc essentiellement, il faudra analyser tous les mouvements, mais je vous ai aussi donné quelques conseils pour pouvoir corriger. À vous de voir en fonction du contexte du mouvement. Donc, c'est important. Donc, n'hésitez pas à regarder ce document parce que vous avez énormément de définitions au niveau des zones et de ce qui se passe dans ces zones.
le dernier document que je voudrais voir, et surtout parce qu'il est particulier, c'est au niveau des prix. Au niveau des prix, ce n'est pas un PDF, c'est un document Word. C'est un document Word parce qu'il y a des documents liés et je ne peux pas les ouvrir à partir du PDF. Donc, automatiquement, c'est quoi? C'est en fait comment vérifier les prix unitaires par produit entre les achats périodiques. En fait, il faudrait, pour éviter les grades de différence des prix unitaires d'un produit acheté. J'ai un outil qui a été créé ici et j'ai donc la work instruction comment utiliser cet outil. L'outil, je vais l'ouvrir. Il est un peu long parce qu'il est capable d'importer 20 000 produits. Donc, automatiquement, il est un peu long à ouvrir. Quelques secondes. C'est bon, il est là. Donc, simple, on commence à travailler ça. Donc, vous avez ce document qui permet de répartir les gaps entre le min et le max des prix unitaires selon les tranches supérieures à 500 €, 250 €, etc. Vous avez un trier croissant qui permettra de voir le pourcentage d'augmentation triée. Et donc, essentiellement, les produits qui seront importés, là, sont donc normalement des produits que vous allez travailler à travers un rapport. Et c'est expliqué dans la self-inspection, dans le, pardon, au niveau du, excusez-moi, du document Word. Ok, donc elle est là, le document, la work instruction pour le document, ici. Donc là, je vous explique comment travailler, 3 étapes. Première étape, c'est créer le fichier Excel depuis le lien PO Change Report, on le connaît. Et deuxième étape, c'est donc faire un pivot table pour obtenir le prix moyen unitaire, le max et le min. Simplement, okay, la troisième étape sera d'importer ces lignes du pivot table sur le document. Donc, on va voir à la fin du document, je vous montre, on va voir toutes les étapes, vous ne faites que suivre, mais à la fin du document, excusez-moi, à la fin du document, donc j'obtiens mon fichier, mon pivot table, je prends mes lignes à ce niveau, je les copie et je les colle dans la première colonne. Automatiquement, après, il suffira de formater et de trier et les prix, les gaps seront donc ventilés dans les différentes colonnes. Donc, si on regarde, là, j'ai par exemple un exemple à ce niveau. Pardon, j'ai un exemple à ce niveau. Voilà, donc là, j'ouvre un outil. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai des données. Donc, je veux l'utiliser et donc, je vais effacer mes données pour pouvoir l'utiliser pour notre base de données. Donc là, j'ai effacé mes données. Je fais qu'un produit. Vous voyez, il y a 0 partout. Faites attention parce que si vous avez filtré et que vous voulez effacer, il ne va effacer que ce qui est filtré. Donc, si vous voyez 0, c'est bon, sûr et certain. Donc, après, je vais juste regarder. Non, maintenant, j'ai fait un PO Track Change. Voilà, le PO Track Change. J'ai récupéré donc j'ai récupéré mon pivot table. Je copie mes lignes. Je me positionne sur l'outil, sur le deuxième, sur la première cellule. Je colle. Automatiquement, à ce niveau, pour avoir bien formaté, on commence à formater et trier. Il prépare automatiquement les quantités. Voilà. Donc là, on se rend compte que cette base de données, on a quand même 2 items qui ont une carte de 500 €. OK. Et donc là, après, on a différents items qui sont peut-être à regarder entre 250 €. Est-ce que c'est normal ou pas normal? C'est normalement à la mission de juger si c'est vraiment normal d'avoir ces écarts-là ou pas.
Par contre, après, on a une augmentation, on peut travailler aussi sur l'augmentation, sur le trier sur le tri croissant à ce niveau. Voilà. Et donc, vous avez les plus hautes augmentations à ce niveau-là pour essayer de vérifier, de voir si c'est normal ou pas. Vous pouvez tranquillement aussi travailler avec, par exemple, vos produits locaux. Je ne sais pas lequel c'est. Hein. Donc là, on a des produits locaux. Automatiquement, vous pouvez essayer parce que vos différences sont souvent sur les produits locaux. Autre différence que l'on peut voir aussi, c'est que, par exemple, on peut repérer tous les prix minimum à 1 euro. Ils sont, je vois rien. 1 euro. Voilà, ok. Donc ça, c'est les prix qui sont venus par Unidata à 1 euro automatiquement. Et donc, prix unitaire, peut-être que c'est prix unitaire, vous avez à changer le prix, le prix coûtant, et donc automatiquement passer par la réévaluation si c'est nécessaire. Donc voilà. Voilà le Continuous Improvement, quelques fonctionnalités. Non, maintenant, on va essayer de voir si est-ce que vous avez des questions sur ce Continuous Improvement. Tout à fait. Merci Marie-Jo. Donc, il y a des questions. Entre-temps, je dois vous prévenir que Annelise nous a rejoint, Evan est revenu. Et alors, il y a deux questions, et principalement de la part de Else. Donc, Else, je t'ai activé. Si tu nous entends et si ton micro est activé de ton côté aussi, tu peux poser directement tes questions à Marie-Jo et Bruno. Oui, j'avais une question concernant le slide avant mise à jour. Le slide avant mise à jour. Oui, il s'agit de PO, de bons de commande. Ah, c'était juste mentionné que... Ouais. Le PO bonne de commande. Je vais voir sur la PO. Là, c'est là. Oui. Là, oui. Oui. C'est ce. Tu as mentionné. Attends. Oui. Ça prend un peu de temps pour avoir. Là, c'est bien cet écran. Ouais. Ou c'était la prochaine, je crois. La suivante, c'est de l'AFO. En fait, j'ai pris des écrans qui correspondaient plus ou moins à ce que je voulais essayer de dire. Donc là, on est au niveau de l'AFO. Oui, il y avait le quoi, pourquoi, comment, je crois. Voilà, le quoi. Le quoi, c'est ce que vous devez analyser, essayer de rechercher. D'accord? Le pourquoi, en fait, c'est les raisons. Ok, je donne des raisons. Donc voilà, donc c'est mentionné que dans la deuxième ligne, annulée ou fermée, que tu as mentionné qu'il y a un lien entre la base de données des années fiscales. Donc moi, je voulais savoir c'est quoi le lien entre le supply et la finance parce que nous ne sommes pas très formés en termes d'impact de transaction de supply à finance. Sauf que à la confirmation du PO, qu'il y a un bon d'engagement qui est créé au niveau de la finance. Ok. Donc, en fait, comment il faut gérer les... Ceci est expliqué dans la work instruction du cleanup, ok, puisque c'est pour les années fiscales. Donc, on veut essayer d'éviter justement de générer des invoices, dans ces cas-là, des factures, puisqu'en fait, la finance a terminé. C'est dans le cas où c'est que les documents n'ont pas été fermés et il y a des backorders qui sont restés, d'accord? Et qu'en fait, ils ne seront jamais reçus. Ou ils ont été reçus, mais en fait, la facture est déjà arrivée en finance, puisque la finance peut saisir les factures à part. OK? Si jamais ils n'ont pas depuis la PO. Donc, automatiquement, dans ces cas-là, ce que je dis, c'est de stopper. Et c'est pour ça que je dis là, normalement, il faut faire attention, il faut nettoyer, il faut suivre ces documents, les nettoyer et les fermer, dans le cas où c'est qu'au niveau supply, les documents n'ont pas été fermés, alors que au niveau finance, tout est terminé, ils ont déjà payé. OK? C'est clair ou pas? Oui, ma question, c'est aussi parce qu'ils font une clôture mensuelle, en fait, pas chaque année. Donc, je sais que l'impact, c'est plus grand en termes de l'année fiscale.
Mais en fait, ils font une clôture chaque mois. Et le supply ça, n'est pas impacté sur ça. Voilà, voilà, la clôture mensuelle et la clôture mensuelle, oui, ça c'est sûr, tous les mois ils font une clôture mensuelle, mais au niveau annuel, le budget est annuel aussi. D'accord? Et je peux juste rajouter une chose, si je comprends bien ce que Marie-Jo veut dire, c'est imaginons qu'il y ait des articles qu'on a déjà réceptionnés physiquement il y a 6 mois, mais qu'on n'ait pas enregistré ça via le système, donc en faisant le processing du incoming shipment, pour parler un peu anglais, pardon. Et que voilà, on ait payé le fournisseur un peu comme Voilà. on veut, mais que 6 mois plus tard, on se dit, ah tiens, j'ai encore un document ouvert ici, ben, je vais le processer. Bien sûr, si on le processe, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer une facture en finance, et eux, ben voilà, ils vont, c'est quoi, ils vont se poser la question, qu'est-ce que c'est ce vieux document qui finalement arrive chez nous? C'est bien ça que tu voulais dire, Marie-Jo. C'est à peu près ça ce que je veux dire, oui, mais en fait, c'est vrai qu'un document, une facture qui arrive en 2019, qui devait arriver en 2018 et qui est arrivée en 2018 réellement, il faut éviter de générer ces documents. Donc ça, normalement, c'est un peu difficile au départ quand on installe Unifil pendant 1 an ou 2, on a ces problèmes-là. Je pense qu'après 2-3 ans, on a bien nettoyé notre base de données l'an dernier. Toutes ces données-là sont fermées et vous ne devriez pas avoir de problème. C'est pour ça que j'explique ça. Bon, si de temps en temps, vous en avez regardé quand même. Mais là, par exemple, normalement, on est en 2019, mais au moins tout le premier semestre de 2018 devrait être clôturé. Donc, je ne sais pas si c'est... Quand tu dis facture, ça veut dire les bons d'engagement? C'est plus que les bons d'engagement. Parce que normalement, les bons d'engagement voilà. Les bons d'engagement se font parce que normalement, la finance va payer. Non, c'est juste une question parce que normalement, la finance va payer s'il y a une réception, un document de réception qui a été fait dans le système. Voilà, en fait, sinon, ils vont bloquer normalement. Oui, mais en fait, on va éviter de leur doubler le traitement parce qu'en fait, sinon, si en fait, eux, ils ont déjà créé la facture, ils ont déjà payé et nous, de notre côté, on effectue les réceptions une an après, automatiquement, ils vont avoir une facture, ils ne vont rien comprendre et puis en fait, ils vont être obligés de l'annuler. Et puis cette facture, en plus, est traitée sur le budget de 2018 ou de l'année précédente. Donc voilà. Normalement, tout est expliqué dans la work instruction du cleanup. Okay, c'était la première étape de la base de données qualité. Normalement, après le nettoyage, là, vous ne devriez plus avoir ce problème-là en suivant. C'est vrai que la première année, ça a été difficile. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Alors, il s'agit de demande d'avance? La procédure de demande d'avance? Oui, c'est des demandes précédentes. Par exemple, toi, c'est Haïti, hein, c'est ça? Elle c'est Haïti, hein? Oui. Ah, ok. Haïti, je pense que là, maintenant, vous n'avez plus de problème à ce niveau-là. Tout a été nettoyé. Les demandes de 2017 ont été nettoyées. Même, je crois que tous les documents qui avaient des bugs qui étaient ouverts ont été nettoyés. Je pense que là, vous ne devriez plus avoir ce problème-là. Mais des missions, par exemple, qui ont été implémentées récemment, ils ont peut-être trop pris dans les PO, dans le portefeuille des PO avant d'importer de logistics. Et donc, il y a ces données-là peut-être qui sont à fermer. Donc, vous, je pense que ce côté-là, au niveau IT, vous avez plus de problème là-dessus. Mais enfin, regardez au cas où, si vous voyez que vous avez une vieille PO qui existe, d'accord, 2017, 2018, et je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas réceptionné ou mal réceptionné et ce n'est plus du tout un stock, évitez de la réceptionner. Voilà, parce que déjà la facture est déjà passée peut-être. Ok? Mais ça, ils commencent à avoir l'habitude là. Maintenant, ils ont compris ce que c'est au niveau de la work instruction. La work instruction, elle est un peu difficile à comprendre parce qu'elle vous explique toute la base de données et l'impact de la base de données si on ferme ou si on ne ferme pas. Et donc, c'est un peu dur de la lire, elle a fait 3 ou 4 pages. Mais quand on a compris le process, automatiquement, je crois qu'il n'y a plus de problème pour fermer ces documents fiscal year, dans les données fiscales sont terminées. Ok. Est-ce que ça rejoint aussi ta deuxième question un peu plus large qui demandait si il y avait une instruction en document qui expliquait le lien entre les transactions supply et finances?
Disons que dans les process et autres, on voit bien la notion entre le commitment voucher et on voit bien les notions aussi avec l'incoming shipment et l'invoice. À travers ce document, oui, tu peux voir. À travers, je l'explique au niveau du continuous improvement aussi. Quand c'est confirmé, j'explique qu'il y a un commitment voucher et j'explique qu'à la réception, ça crée la facture. D'accord? À travers tous ces documents, c'est expliqué. Sinon, au niveau du guide Unified, on a aussi plus ou moins expliqué, toi qui l'as bien revu, Bruno. Je dirais, c'est vrai qu'en général, pour être un peu critique par rapport à nous-mêmes, on a une documentation faite par le supply, une documentation faite par la finance. Il y a très peu de documentation conjointe. C'est peut-être probablement quelque chose qui manque, d'avoir quelque chose vraiment construit par les deux équipes en même temps. Ouais. On avait quelque chose à l'époque sur la OOPS. Moi, je le fais en formation, en training, je présente un truc. Mais tu vois, par exemple, confirmer, là, c'est ce que je mets, confirmation d'un bon de commande à un impact budget, puisqu'il s'agit d'un engagement, achetez-le là, ok? Bon de commande, le commitment voucher. Et après, réceptionner, le bon de commande d'engagement sera remplacé par une facture finale à payer au fournisseur. Ça, je l'ai expliqué au niveau entre la confirmation et la réception du PO. Parce que tu le vois là au niveau de l'écran. D'accord? Donc, si tu regardes un peu en détail dans les documents, tu as pas mal d'informations. C'est plus ou moins, c'est un résumé d'informations. Il n'y a pas tout, mais j'ai essayé de mettre à peu près le maximum des étapes pour la compréhension et pour être sûr que vous trouvez tout ce que vous cherchez, quoi. D'accord? Après, si ce n'est pas suffisant, il faut demander. Je pense que là, c'est juste peut te répondre là-dessus aussi, hein. Donc, à quel moment est le bon d'engagement remplacé par la facture? C'est quelque chose de manuel que la finance fait? Non, c'est quand vous réceptionnez Ou au niveau stock. C'est au niveau stock. Il crée Ok, la facture. mais alors nos documents sont fermés. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'il faut éviter de réceptionner si jamais on a déjà généré la facture, hein. Donc, d'où l'explication que les années fiscales fermées, normalement, les factures ont été réglées par. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, par exemple, si tu as des PO 2018, début janvier, février 2018, vérifier que soit c'est des backorders qui faut se terminer maintenant et qui ne seront jamais reçus, soit il faut vérifier est-ce que ça a été réellement réceptionné ou est-ce que ça a été facturé. Voilà, il faut se poser les questions. Ok. Est-ce que ça répond en partie, en tout cas, à ta question? Moi, ce que je retiens, c'est que l'information sur l'impact sur les aspects financiers unifiés sont représentés dans les documents d'amélioration continue, mais on n'a pas un document qui reprend tous les liens entre les flux supply et les flux financiers. Je pourrais vérifier, exactement, il n'y a pas un document, je pense, qui se focalise là-dessus. S'il y a un document de lien entre j'ai un document je pense que je dois avoir en anglais, je pense. Okay. Un document de formation là-dessus. Ok, on va voir si on peut. On te le transférer. Très bien. Voilà. Merci, Else. Éventuellement, en attendant, pour voir si Anne-Lise ou Evans ont éventuellement une question, n'hésitez pas à lever la main. Il y avait une deuxième question, de nouveau par Else, qui demandait pour l'amélioration continue, est-ce qu'il y a une instruction pour comparer les données entre Unified et le portail extranet? Il y a une impression que les données diffèrent souvent. Oui, ça c'est un peu la problématique. Donc en fait, on n'a pas vraiment un document qui à la fois donne les données du portail et les données Unified. En fait, il faut extraire les deux et il faut travailler avec les deux et faire une correspondance nous-mêmes, hein, malheureusement. Tu as d'autres idées, toi, peut-être? Non. C'est ce que je fais d'habitude. J'extrais les deux. J'extrais d'extranet, j'extrais les lignes au niveau d'Unified et puis on compare. De toute façon, Unified et les données qui sont chez MSF Supply, soit sur le portail, soit sur l'extranet, ne correspondent que si on utilise bien les intégrations verticales. Donc, une opération aujourd'hui manuelle, vu qu'il faut exporter et importer des fichiers. Donc, si on les utilise bien, normalement, les données vont matcher complètement. Après, il peut toujours y avoir des cas particuliers où voilà, ça ne fonctionne pas, ça c'est possible. Mais effectivement, même après avoir fait tout ça, la seule manière de comparer les deux,
ben, c'est d'extrait. Moi, je vois même 3 sources, hein. Il y a Unifield, il y a le portail et puis il y a Extranet. Oui, il y a les 3. Qui sont 3, Voilà, voilà, 3, 3 endroits où on peut voir finalement la même chose. Ben, je crois qu'en plus, au niveau d'Haïti, ils avaient développé un outil là-dessus, justement, pour amener toutes les informations à ce niveau. Bon, par contre, il est évident que ton problème, surtout, il va persister sur les vieilles commandes qui n'ont pas été importées sur le portail directement. Alors là, c'est difficile d'obtenir. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les interfaces verticales, il n'y a plus de problème du moment qu'on a importé les PO sur le portail depuis Unified et automatiquement, on ne devrait plus avoir de problème là-dessus. C'est clair pour toi? Ah, Else, il y a un petit souci audio. Donc, Else, est-ce que tu nous entends maintenant? Tu es active, donc tu peux. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ok. En tout cas, c'est enregistré, donc il y aura l'occasion d'aller réécouter la réponse de Bruno et de Marie-Jo. Anne-Lise ou Evans, je vais vous activer aussi. Donc, si vous voulez poser une question éventuellement, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, vous avez la parole et vous êtes tous les trois activés. Donc, on peut continuer à poser des questions ou à discuter. Anne-Lise? Pas de questions pour Anne-Lise. Non, j'ai pas de questions. Ok, parfait. Excuse-moi, j'ai vu ton chat juste maintenant. Evans, éventuellement, si tu nous entends, je n'ai pas réussi à entendre ta voix. Oui. Ah voilà. Bonjour Evans. Oui, je suis là, je n'ai pas de... Bonjour, ça va Marie-Jo, tu vas bien? Ça va, oui. Bon, tu n'as pas de questions? Oui, Ou allô, l'expérience à bonjour. partager. Marie-Jo, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien, mais est-ce que tu as une Et question? réexpliquer concernant le changement sur les prix, sur Oui. le pourcentage et par rapport au pivot table que tu viens. Est-ce que tu... Allô? Tu as tout expliqué dans la work instruction. Hein. Tu suis pas à pas la work instruction et tu devrais y arriver, normalement. Tout est détaillé. On t'a perdu. Oui, je pense qu'on a perdu Evans aussi. Il y a des perturbations sur le... On a perdu Haïti. Ouais. Heureusement, le Congo est là. Non, Evans s'est passé offline. Okay. Ah, désolé. Bon, Evans, tu m'enverras un message si tu veux un peu plus. Voilà. Très bien. On peut tout doucement diriger vers la conclusion, non? La conclusion, Bruno. Ah, la conclusion. Bah, peut-être on peut d'abord remercier Marie-Jo, encourager tout le monde à utiliser l'outil. Et on a beau expliquer ici tout ce qu'on veut, la meilleure manière d'apprendre, c'est de prendre l'outil et de l'utiliser sur ces données, voir un petit peu tout ça, ce que ça donne. Et puis on peut peut-être déjà parler du prochain webinaire. Le prochain webinaire. Qui aura lieu fin août. Les dates du prochain webinaire. Le 28. Le 28 août. Il sera animé par Émir. Et lui, il va plutôt se focaliser sur toutes les nouveautés qui apparaissent sur la release 13. Donc, il y a la release qui est parue au mois de juin, donc il y a 3 semaines là, maintenant, et qui a d'ailleurs causé quelques problèmes à pas mal d'entre vous. Bon, comme d'habitude, hein, rien de très grave. Donc voilà, enfin, c'est surtout se focaliser sur les nouveautés de cette version, quelques rapports, quelques fonctionnalités. Voilà, tout ça est prévu pour fin août. Et c'est tout ce que j'ai moi à dire. Merci pour votre participation. Merci aussi pour vos questions et votre participation. Très bien. Merci à vous aussi. Et dans un mois pour le webinaire numéro 5, Unified. Voilà. Anne-Lise, Eds, Evans, au revoir à tout le monde. Au revoir. Je ne sais pas s'ils nous entendent encore. Bon, peut-être qu'ils nous entendront en écoutant l'enregistrement. Voilà. C'est tout à
bon. Hein. C'était plus fluide, évidemment, c'est normal. Hein. Je suis désolée. Et au bout de 10 ans, peut-être. Je serai à la retraite, je serai fluide. Donc, on a eu Haïti, quoi. Et si, Burundi, non. Non, tous les trois, ils sont en Haïti. Hein. C'était les trois d'Haïti. Almi Supply Co, STL, Evans, il est Focal Point. Ouais, c'est un peu dommage que. Il n'y a pas les Congolais, il n'y a pas les Guinéens, il n'y a pas les Centrafricains. Pas le Burundi. Pas les Burundais. Bon. On va quand même pas abandonner. Non, bah, c'est pas qu'ils regardent après, quoi. Qu'ils auront l'occasion de.